Que je présente d'abord M. Definier, bien entendu. Il est connu, mais il est bon de rappeler qu'il a suivi les études de l'école, la meilleure école agro de France, agro-Paris-Tech. C'était son directeur de thèse, lorsqu'il a fait ses études, s'appelle René Dumont. Alors les jeunes ne connaissent pas René Dumont, mais les plus âgés, ceux qui étaient en état de voter en 1974, oui, le savent très bien. Monsieur Definier a enseigné très vite à Paris-Tech, puis il a travaillé dans énormément de pays, beaucoup de pays qu'il a parcouru comme expert. Il a travaillé pour la Banque mondiale. Il a ensuite été président d'une chaire dans tout ce qui concerne l'agriculture et sa transformation de 2002 à 2011, il me semble. Enfin, je ne citerai pas tout ce qu'il a fait. Allez sur Wikipédia, vous saurez tout cela. Il y a plus de 2 pages sur son parcours. Merci donc de nous faire plaisir de vous entendre ce soir. Merci. Votre invitation. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, l'idée est, est-ce qu'on pourrait pas faire en sorte qu'on puisse nourrir correctement, durablement, l'humanité tout entière? Je pense que vous serez d'accord. Donc, pas de faim, pas de malnutrition. Donc, il y a un problème de volume, on verra. Mais vous savez qu'il y a pléthore de nourriture en fait, disponible sur le marché mondial. Et s'il y a des gens qui souffrent aujourd'hui de la faim, de la malnutrition, c'est par manque de pouvoir d'achat. C'est vrai, si en France il y a des gens qui fréquentent les restaurants du cœur, c'est pas que nous ne produirions pas assez de céréales, d'œufs, de poudre de lait. Ça n'a rien à voir. Mais donc il y a de l'alimentation. Ici, pareil au Brésil, s'il y a des gens beaucoup plus nombreux qui souffrent de la faim et de la malnutrition, dans les bidonvilles, ben ça n'a rien à voir avec un manque de nourriture. Le Brésil exporte son maïs, exporte son soja, exporte sa viande, exporte ses agrumes, et le soja brésilien, qui ne nourrit pas des Brésiliens, nourrit des cochons français, bretons et autres. Donc c'est un problème de répartition des revenus, mais néanmoins, un grand nombre de pays souffrent de manque de souveraineté alimentaire, et du coup, arrive une guerre en Ukraine, arrive une fluctuation des prix, de l'énergie, etc., et hop, brutalement, on voit des émeutes de la faim qui apparaissent ici. Et donc on fera une différence entre des pays déficitaires qui auraient intérêt à assurer par eux-mêmes au moins un certain taux d'approvisionnement pour ne pas trop dépendre d'importations provenant de l'étranger, de pays un peu comme le nôtre, on est plutôt excédentaire, hein. On exporte la moitié de nos céréales, enfin de blé, à l'étranger, et par contre on verra que sur les protéagineux nous sommes très déficitaires, ça on en discutera, mais peut-être qu'à dans un pays comme le nôtre, on pourrait s'autoriser éventuellement à produire peut-être moins, mais mieux. Alors la nourriture saine, d'abord il y a des médecins sûrement ici dans la salle, c'est d'abord une alimentation équilibrée. Il faut des calories, il faut des protéines, des vitamines, des minéraux, des fibres, des antioxydants. Donc on va essayer de faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès à une nourriture équilibrée, sans excès de sucre, sans excès de sel, sans excès d'alcool, bien sûr. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que c'est très prudent. Et ce qui serait bon aussi, l'alimentation saine, c'est que les ingrédients soient sains. Alors, il y a eu d'énormes progrès depuis la Deuxième Guerre mondiale, les Escherichia coli, les salmonelloses, les listérioses. Pour être très honnête, on en parle aujourd'hui davantage parce que ça fait scandale, mais au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'était beaucoup plus fréquent, on en parlait peut-être moins. Mais donc, il y a quand même eu, si l'espérance de vie en France s'est accrue, c'est que quand même la qualité sanitaire de nos aliments, pour un grand nombre de bactéries pathogènes, ça s'est quand même considérablement amélioré. Mais aujourd'hui, il y a quand même de très mauvaises nouvelles, et notamment quand je m'adresse aux plus jeunes. Alors, il y a des médecins sûrement dans la salle, on développe des antibiorésistances. Le médecin prescrit un antibiotique parce qu'il y a l'urgence de soigner un patient, et aucun effet, parce qu'il s'avère que le patient a développé des bactéries mutantes, résistantes en question, et du coup, c'est de fait, parce qu'on ingurgite un peu trop quotidiennement des antibiotiques, et donc il y a des antibiorésistances, il y a des bactéries donc, résistantes à l'antibiotique qui prolifèrent, et comme les autres bactéries concurrentes ont été éliminées par
le pesticide, ben, ça prolifère. Et donc là, il y a un vrai problème statistiquement avéré aujourd'hui. Et puis, c'est plus de l'ordre de la prédiction. Mais on prédit aux plus jeunes d'entre vous ici, ceux qui ont été exposés depuis in utero, donc l'exposition de la femme enceinte, jusqu'à la fin de la croissance. Et ce n'est pas tant la dose de la molécule que la régularité de l'exposition. Ceux qui ont été exposés à des perturbateurs endocriniens, on leur prédit une espérance de vie en bonne santé, peut-être une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, moi qui ai des cheveux blancs, qui n'étaient pas exposés à ça quand j'étais fœtus. Et là, c'est fait des gros débats, et notamment dans les perturbateurs endocriniens, et dans l'exposition régulière de ces perturbateurs endocriniens, il y a des résidus de pesticides qui peuvent apparaître dans l'eau du robinet et dans notre nourriture. Et là, je pense qu'il y a urgence. Quand on dit une espérance de vie en bonne santé d'une dizaine d'années inférieure aux gens de ma génération, c'est le cancer du sein, le cancer de la prostate, les maladies neurodégénératives, Alzheimer, Parkinson en particulier. On prédit, effectivement, à ceux qui ont été exposés à ça, l'eau du robinet, la nourriture, que ces maladies qui étaient considérées comme des maladies du vieillissement vont apparaître plus tôt. C'est-à-dire que c'est la perturbation de nos glandes hormonales, dont la thyroïde, qui fait que ces maladies vont apparaître plus tôt. Et là, ben, personne ne peut dire, et je ne vous dirai pas, que c'est avéré, dans le sens statistiquement avéré, parce qu'il faudra attendre 80-100 ans pour voir si les moyennes statistiques présentent des différences significatives. Mais néanmoins, c'est quand même démontré. Les endocrinologues, ceux qui connaissent bien les molécules en question, et notamment, vous savez, le métabolite a produit de la biodégradation du glyphosate, ce fameux désherbant, le glyphosate, l'AMPA, son métabolite, AMPA, si vous voulez vérifier tout de suite ce que je raconte sur Internet, eh bien, effectivement, est un perturbateur endocrinien. Et c'est un peu comme la chlordécone. Il y a 30 ans, on prévoyait en Martinique et en Guadeloupe les cancers de la prostate. Ce n'était pas avéré, ce n'était qu'une prédiction, mais c'était démontré, aujourd'hui c'est avéré. Je vous suggère que nous n'attendions pas 80 ans pour prendre des dispositions. Oui, il y a des molécules dans l'eau du robinet, éventuellement, ou en tout cas il y a des coûts de potabilisation, il peut rester dans l'eau du robinet des molécules perturbateurs endocriniens, et dans la nourriture, c'est très directement lié à nos conditions, au système de culture et au système d'élevage. Donc oui, chez nous, on pourra éventuellement produire moins mais mieux, et y compris en termes monétaires, pour être très honnête. On a longtemps pensé, dans le jargon des agronomes, je veux dire qu'améliorer un rendement à l'hectare, c'était toujours accroître. Et on découvre aujourd'hui que c'est une très grande erreur. Qu'un blé à 90 quintaux, mais qui coûte, donc ça c'est le produit brut, c'est ce qu'on a produit, mais on a détruit des engrais qui étaient là et qui n'existent plus, des pesticides qui étaient là et qui n'existent plus, des carburants qui ont été brûlés par le tracteur, et le tracteur lui-même a été usé. Et en fait, en termes monétaires, pour le revenu des agriculteurs, ce qui importe, c'est la différence entre ce qu'on a produit et détruit, et les économistes appellent ça la valeur ajoutée. Et aujourd'hui, on découvre en France qu'un blé à 90 quintaux, exporté vers des pays du Sud, peu solvable, donc c'est pas sur le marché européen, on arrive à peu près en un prix à peu près solvable, suffisant et encore, mais vers les pays du Sud, là, évidemment, en concurrence avec des blés ukrainiens, russes ou roumains, pas rentable. Une betterave à sucre, pour fabriquer de l'éthanol, l'éthanol, c'est pas une appellation d'origine protégée, mais je veux dire, en compétition avec un canne à sucre brésilienne, 40 000 hectares à faire là-bas, évidemment, c'est pas rentable. La poudre de lait, les Chinois n'est pas décontaminée, en concurrence avec du lait de Nouvelle-Zélande, ce n'est pas rentable. Imaginez ces Bretons qui ont investi 3 rouleaux de traite, ont produit de la poudre de lait, les Chinois sont partis, la coopérative leur a fait racheter l'usine, les comptes sont plombés pour faire de la poudre de lait. C'est pas une AOP, c'est vraiment pas un produit de luxe. Et puis les poulets, moins de 40 jours, ils viennent avec du maïs et du soja brésilien. Et là, effectivement, on peut être compétitif avec les poulets brésiliens ou ukrainiens. Donc on est en train de découvrir aujourd'hui que notre agriculture industrielle, là, effectivement, est capable de produire beaucoup. Elle a été capable de produire pas cher, mais on découvre que ça nous coûte très cher. Le lait pas cher, nous coûte très cher, nous payons tous des impôts, enfin ceux qui payent des impôts, pour retirer les algues vertes du littoral breton. Et le pain pas cher nous coûte très cher pour
pour que l'eau soit potable, pour qu'il n'y ait pas d'atrazine dans l'eau du robinet, ben, on paye cher la mise en eau potable d'une eau qui ne l'était pas. Donc voilà, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Il y aura une question de volume dans les pays du Sud, il y aura peut-être chez nous plus des problèmes de qualité, mais durablement, une agriculture durable, là c'est la question pour les générations d'après. Et là on m'enseignait très clairement quand j'étais étudiant à l'Institut national agronomique de Paris-Grignan, qui s'appelle aujourd'hui Agro-Paris-Tchèque. Eh bien, effectivement, durable, on enseignait les générations d'après la fertilité des sols. La fertilité des sols, c'était le taux d'humus, pas d'érosion, pas de salinisation. Et bien maintenant, le concept de fertilité, c'est-à-dire les potentiels productifs pour les générations d'après, vous pouvez l'étendre à l'ensemble de l'écosystème agricole dont on va beaucoup parler, et y compris, vous savez, que dans les régions oléagineuses, céréales, les rendements, par exemple, du colza et du tournesol en France sont davantage menacés par la surmortalité des pollinisateurs que par le manque de fertilité des sols. Donc le concept de fertilité, c'est bien l'écosystème agricole, l'agroécosystème, on dit aujourd'hui. Il va falloir impérativement qu'on maintienne les potentialités productives pour les générations d'après. Oui, la durabilité, c'est décisif pour ne pas porter préjudice aux générations suivantes. Et même si dans certains pays, il faudra produire davantage, vous allez voir que je ne plaide pas pour une agriculture extensive. Parce que s'il faut toujours plus de grandes extensions, c'est pas grave, on va déforester la forêt de Bornéo, des forêts amazoniennes, la forêt congolaise, on va assécher ce qui reste humide dans le marais poitevin, qui serait une très bonne erreur. Il nous faut absolument maintenir des aires naturelles, c'est un problème de biodiversité, et la destruction de ces forêts contribue très largement aux émissions de gaz à effet de serre. Et dans le durable, il y a effectivement la durée des générations, mais il va falloir s'adapter au réchauffement climatique, s'adapter au dérèglement climatique, donc intensité et fréquence accrue des accidents climatiques, et éventuellement contribuer à l'atténuer. Il y a 3 gaz dont on va parler. Le gaz carbonique, c'est plutôt la déforestation, mais en France, c'est plutôt la forêt qui reprend ses droits et les loups qui reviennent. Mais n'oublions pas, quand nous consommons un poulet bas de gamme de moins de 40 jours, élevé avec du soja brésilien, nous contribuons dans notre consommation à déforester la forêt amazonienne. C'est source de gaz à effet de serre, c'est effectivement source de perte de biodiversité. Donc attention, dans notre alimentation, il y a des effets, pour ce qui est du gaz carbonique, très clairement, c'est la déforestation en Amazonie, c'est un peu la consommation de carburant, mais il y a aussi le méthane, on parlera du rumen des ruminants, bien sûr, et c'est le protoxyde d'azote, un gaz dont on parle trop peu, qui est épandu pour l'essentiel en dépend des engrais azotés de synthèse, urée, aminnitrate, sulfate d'ammonium. Voilà les enjeux, voilà le contexte. Je n'ose pas vous poser la question, avez-vous encore le moral? Eh bien, je voudrais vous le remonter. Si la question n'était que technique, nourrir correctement, durablement l'humanité tout entière, sans fin, sans alimentation équilibrée, durable, etc., techniquement parlant, oui, c'est possible. À moi de vous convaincre. Je vais vous faire un petit cours d'agroécologie scientifique, le cours de l'agroécologue. J'ai été donneur de leçons, vous allez vous en rendre compte. Alors, on a besoin de calories. L'énergie, 2200 kilocalories, s'il vous plaît, sinon on a faim. Vous savez, l'énergie qu'on trouve dans notre alimentation, c'est celle qu'on va travailler ensuite, c'est qu'on va dépenser dans le déplacement, les battements du cœur aussi. On dépense de l'énergie, il nous faut le trouver dans l'alimentation. D'où vient cette énergie qu'on trouve dans l'alimentation? Ça nous vient du soleil. Et la bonne nouvelle, il n'y a pas de pénurie annoncée de rayons solaires avant des milliards d'années. Je vous suggère que nous fassions un usage intensif à l'hectare de cette ressource gratuite et renouvelable. Vous l'avez compris, couverture végétale verte est la plus totale possible. Il faut que tous les rayons du soleil tombent sur des feuilles vertes capables de transformer l'énergie solaire en énergie alimentaire. Donc couverture végétale la plus totale et la plus permanente possible. Hiver, printemps, été, automne, sous les tropiques, saison des pluies, et pourquoi pas, si on trouve encore des plantes à feuilles vertes en saison sèche pour la photosynthèse, transformation de l'énergie solaire en énergie alimentaire, ça va être ça l'agriculture moderne de demain. Celle qui parvient à recouvrir le sol le plus totalement possible et le plus permanent possible selon les saisons. Alors évidemment, dans certains pays où on travaille à la main, c'est les cultures associées. La milpa mexicaine, c'est le maïs, c'est le haricot volubile,
c'est le manioc par en dessous, et un petit rond, un petit marron rampant qui vient intercepter les derniers rayons du soleil. C'est très astucieux. Faire usage intensif de ce qui ne coûte rien. En France, c'est plus difficile. Associer plusieurs cultures, il y en a, on parlera des prairies permanentes en Bretagne, ce genre de choses. Mais il y a les gens en permaculture, agriculture manuelle. Là, il n'y a pas un rayon du soleil qui tombe à terre. On associe plusieurs plantes ensemble pour un apport irrigé les uns, pour un rampant pour les autres, pour qu'il n'y ait pas un rayon du soleil qui tombe à terre. Mais un agriculteur de la Champagne-Crayeuse me dit, monsieur Tuny, moi je gère, voilà, je mets du blé, et à côté il y a des lentillons. Ça fait déjà, les rayons du soleil qui ne sont pas tombés sur les feuilles de blé, tombent sur les feuilles du lentillon. Alors je suggérais de mettre des concombres en travers pour intercepter les derniers rayons du soleil. Le planteur en portail m'a dit que quand passait la façonneuse batteuse, ça c'est du tort au concombre. J'en conviens. Notre agriculture moto-mécanisée ne se prête pas beaucoup aux associations de culture. Mais néanmoins, vous allez voir qu'on va plaider quand même pour qu'il y ait des prairies avec des graminées, des légumineuses, qu'il y ait des pommiers encore dans la prairie, et ce genre de choses. Mais voilà, on va essayer de faire usage intensif de ces rayons du soleil. Maintenant, je dois être honnête avec vous. La vraie question, c'est la gestion de l'eau. Parce que, vous savez que cette énergie dont je parlais là, on appelle ça des glucides, des lipides, c'est des molécules carbonées. Les glucides, c'est des hydrates de carbone. Vous entendez hydrate, c'est l'eau, et carbone, c'est le carbone. Où la plante trouve-t-elle le carbone? Dans le gaz carbonique de l'atmosphère. Et je vous pose la question, y a-t-il pénurie de gaz carbonique dans l'atmosphère? Non, il y en a trop. Alors je vous suggère un usage intensif à l'hectare. Ce gaz carbonique, la plante va prendre le carbone, va libérer l'oxygène. Ça n'a jamais fait un poumon. Et avec ce carbone, la plante va fabriquer des glucides, va fabriquer des lipides, peut-être même fabriquer de la paille, peut-être même fabriquer des racines. Et si ça se décompose bien, les micro-organismes vont fabriquer de l'humus et séquestrer du carbone dans l'humus des sols. Je suis pour l'agriculture intensive. Enfin, tout dépend de ce qu'on appelle intensif. Mais l'usage intensif de ce qui est gratuit, de ce qui est pléthorique, du gaz carbonique, ou renouvelable comme le rayon du soleil, c'est décisif. Sauf que il faut quand même que le gaz carbonique rentre dans la plante. Et figurez-vous que ce gaz carbonique rentre dans la plante par les petits trous par lesquels la plante transpire. La plante, elle est comme nous. Il fait chaud, il fait sec, il y a du vent, elle transpire beaucoup. Et du coup, elle ouvre des orifices par lesquels elle transpire. Et c'est par ces orifices que rentre le gaz carbonique et ressort l'oxygène de l'eau. Et du coup, la plante, elle est comme nous, elle transpire. Et nous, il nous faut boire tout de suite, sinon on meurt de déshydratation. La plante, elle peut momentanément arrêter de transpirer pour ne pas se déshydrater. Ça, c'est sa force. Et du coup, pendant quelques jours, parfois quelques semaines, de très rares plantes, plus d'un mois, elle peut, s'il n'y a pas assez d'eau à boire dans le sol, la plante peut momentanément arrêter de transpirer, sauf qu'elle arrête aussi la photosynthèse, même s'il y a du soleil, le gaz carbonique ne peut pas rentrer parce que les trous sont fermés. Voilà, c'est la gestion de l'eau. Et c'est bien de l'eau de pluie dont on va devoir faire l'usage le plus intensif à l'hectare, c'est cette eau-là qui ne coûte rien. Et donc, mais par contre, ça nous est offert de façon très chaotique. Le dérèglement climatique, c'est des inondations, c'est des sécheresses, c'est un climat qui va devenir de plus en plus aléatoire. Et du coup, il nous faut tout faire pour que cette eau soit emmagasinée dans le sol et une grande partie à hauteur des racines. Plus rien ne doit ruisseler. On va remettre des haies. Et oui, on va remettre des haies. Puis la couverture végétale, plus vous avez une couverture végétale importante, plus les petits filets d'eau ne peuvent pas prendre de vitesse et de poids. Donc oui, on va s'arranger pour qu'il y ait une couverture végétale permanente à toutes les saisons et que l'eau ne ruisselle pas, ou très peu, s'il vous plaît. Il faut que l'eau s'infiltre dans le sol, soit emmagasinée dans le sol, pour qu'au mois d'août, quand il ne pleut pas, la plante puisse continuer de transpirer. Il faut être très clair là-dessus. Il faut que le sol soit poreux. Et moi, je reconnais, on m'enseignait le labour. Et maintenant, j'enseigne le zéro labour, les techniques culturelles simplifiées, l'agriculture de conservation. Un travail minimum. Alors pourquoi? D'abord, parce qu'on laboure, certes, on accroît la porosité du sol sur les 20-25 premiers centimètres. Mais si la charge a fait un lissage, ça c'est dans mon pays de Caux, en Normandie, eh ben, ça a lissé et du coup, ça ne s'infiltre pas en profondeur. Pas au-delà des 25 cm, s'il y a ce qu'on appelle une semelle de labour. Et du coup, effectivement, l'idée, c'est quand même que le sol soit poreux. Le labour a un autre défaut aussi, c'est qu'il aère le sol, certes, mais il oxyde, puisque l'air, c'est de l'oxygène pour 21%,
il oxyde le carbone de l'humus des sols. On va beaucoup parler. Ce carbone du gaz carbonique qui a été intercepté par la plante, qui a fabriqué des pailles, qui a fabriqué des racines et qui a séquestré ce carbone dans l'humus des sols. Si vous le réoxydez, il retourne à l'état de gaz carbonique. Donc on va éviter ça. Si vous n'avez pas, on appelle ça de l'agriculture de conservation, dont on va voir qu'elle a un petit défaut. Enfin, toutes les formes d'agriculture, on va voir si elles relèvent de l'agroécologie. L'agroécologie, ce n'est pas une pratique agricole. Hein. C'est une source d'inspiration pour des fondements scientifiques, et après, on verra si l'agriculture de conservation, l'agriculture biologique, l'agroforesterie, la permaculture, l'agriculture régénératrice, si elle relève plus ou moins de l'agroécologie. Mais on veut que le sol soit poreux, ça va être les vers de terre. D'ailleurs, une des raisons pour lesquelles il faut éviter de trop découvrir un sol, c'est qu'il ne faut pas remettre les vers de terre en pleine lumière, en pleine journée. Donc, mais c'est eux qui vont creuser des galeries, c'est la biologie des sols qui va rendre le sol poreux. Et évidemment, c'est donc les vers de terre en priorité, les phytophores, les colomboles, toute biologie. Et du coup, on va quand même peut-être devoir s'interdire un grand nombre de produits en C. Pas seulement parce que ces produits en C sont des perturbateurs endocriniens, dans nos fruits, légumes et les céréales, ça c'est la santé humaine. Mais la santé des vers de terre, la santé des cohortes, la santé. En fait, quand on dit une seule santé dans notre monde, c'est ça qu'on veut dire. Notre santé humaine est très directement liée à celle des vers de terre, des cloportes, des colamboles, et on verra tout à l'heure des champignons, ce genre de choses. Aujourd'hui, il nous faut penser global, systémique, écosystème, c'est indispensable, agro-écosystème, les écosystèmes aménagés par les agriculteurs qui ont été simplifiés pour favoriser la croissance et le développement d'espèces domestiques, et qu'on simplifie un écosystème, on le fragilise. Et aujourd'hui, c'est clair, il va falloir lutter contre cette extrême fragilisation, et donc il va falloir regarder toutes ces interactions. Oui. Et ensuite, on veut que l'eau qui se soit infiltrée soit retenue à hauteur des racines, c'est l'humus, 50% de carbone dans l'humus, 5-6% d'azote. Et d'ailleurs, les micro-organismes, vous savez, les bactéries, les champignons qui décomposent les pailles, les racines, si à ce moment-là précis, si ces micro-organismes manquent d'azote, ils ont du mal à décomposer et fabriquer de l'humus, le carbone pourrait même retourner à l'état de gaz carbonique. Oui, on a besoin d'azote. Pas seulement pour aider les micro-organismes à fabriquer de l'humus, 50% de carbone, 5-6% d'azote, mais c'est que l'azote, c'est toutes les sources de protéines. On a besoin en deuxième nécessité, je vous dis, première calories, 2200 kilocalories, ensuite les protéines végétales ou protéines animales. Et ça, ce sont des molécules azotées, mais c'est tous les constituants des tissus du corps humain. La peau, les os, les muscles, tout ça, ça fait de protéines. Et comme ça s'use, c'est pas seulement qu'on se ronge les ongles, qu'on se coupe les cheveux, mais ça s'use, ça repart dans nos urines, il faut renouveler ça tous les jours. Et les protéines, c'est des molécules azotées. Il faut rajouter de l'azote sur 1 gramme de carbone pour fabriquer une protéine. Et là, on l'a vu, pour la calorie, c'est le cycle de l'eau. C'est la gestion de l'eau qu'il faut être très délicat. Et bien pour l'azote, le vrai problème, c'est que rajouter de l'azote sur une molécule carbonée et fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Et là, il y a bien, vous savez, toutes les protéines végétales que nous consommons en France et que nos animaux consomment, tout l'azote vient de l'azote de l'air. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 79% d'azote dans l'air, pas de pénurie avant des millénaires. Il y avait 79% d'azote il y a 4 siècles, on aura encore 79% dans 4 siècles, donc c'est le cycle de l'azote. On va essayer d'en faire un usage intensif à l'hectare, encore une fois, c'est gratuit et renouvelable. Alors vraiment, pourquoi se priverait-on? Voilà, sauf que le maître, l'employé pour fabriquer des protéines, c'est coûteux en énergie. Alors effectivement, il y a 2 méthodes en France. On veut qu'un blé soit riche en protéines, vous savez, les blés de force, panifiables, etc., ce sont ceux-là qui vont se vendre le plus cher. On veut qu'ils soient riches en protéines, on leur apporte des engrais azotés de synthèse, de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, fabriqués avec du gaz naturel, et je vous dis russe pour vous faire peur. Mais enfin, c'est norvégien, c'est russe, c'est des gaz naturels liquéfiés dans les États-Unis hyper coûteux. Il ne fallait pas attendre la guerre en Ukraine pour comprendre que notre dépendance à l'égard des énergies fossiles, elle est fatale. D'ailleurs, dans les coûts, comme je vous disais, la valeur ajoutée parfois est très faible, produit brut, moins les coûts, les engrais azotés de synthèse, ils sont pas la même chose. Et puis les engrais azotés de synthèse, l'urée, l'ammonitrate, le sulfate d'ammonium, quand vous les épandez, est très émetteur de protoxyde d'azote, un gaz 300 fois plus réchauffant que le gaz carbonique, on va dire 10 fois plus réchauffant que le méthane. Donc,
oublié, c'est déjugé, c'est obsolescent, c'est du passé. Et les techniques alternatives, tous les paysans du monde entier, tous les exploitants du monde entier la connaissent. Mais c'est des légumineuses, c'est des plantes, on les appelle les luzernes, les trèfles, les sainfoins, les lotiers, les vesses pour nourrir des herbivores. Vous appellerez ça notamment du soja, mais pourquoi pas la févrole, la fourragée, du lupin pour nourrir des cochons et des volailles. Et puis pour nous, les lentilles, les haricots, les petits pois, les fèves, les légumes secs, riches en fibres, pour moins de cancer du côlon. Enfin, on ne manque pas de plantes qui sont capables de nous fournir des protéines végétales avec l'azote de l'air et grâce à l'énergie solaire. Parce que la plante, comme toutes les plantes, photosynthétise, fabrique des glucides. Mais vous avez un micro-organisme, une bactérie, qui s'incruse dans la racine de la plante, se goinfre, se nourrissent des glucides photosynthétisés par la plante, de l'origine, donc gaz carbonique, énergie solaire, se nourrissent de ça, et après ça, interceptent l'azote de l'air, fabriquent la légumineuse et refilent ça à la plante dont il y avait tiré l'énergie. Oui, les légumineuses sont une solution alternative aux engrais azotés de synthèse. Ça nous fournit des protéines végétales pour l'alimentation humaine et animale. Et en plus, après récolte, dans les racines, il y a des résidus azotés qui fertilisent la plante qui va venir après dans la rotation. C'est-à-dire une fertilisation biologique en azote via les légumineuses. Mais je ne comprends pas. En France, nous sommes déficitaires pour les 2 tiers d'eau excédentaire en céréales, excédentaire en œufs, excédentaire en poulet, excédentaire, enfin, on n'a pas beaucoup de poulet, mais on exporte des poulets bas de gamme, et je veux dire, la poudre de lait. Et pourquoi en France, et l'Europe c'est pareil, c'est pour les 3/4, nous on est déficitaires pour les 2 tiers en protéines végétales. Notre souveraineté protéinique, là, elle est atteinte, elle est très remise en cause. Et du coup, je vous suggérerais, si vous êtes d'accord, que sur le territoire français, pour nourrir des Français, pour nourrir des animaux français, cultivant des légumineuses françaises qui interceptent l'azote de l'air français. Les gens voient qui n'osent pas dire plus franchouillard que Zemmour, Marc Duchoquet. Vous avez le droit de rire, sauf que c'est solidaire, ce dont je viens de parler. Gérer la photosynthèse, le cycle du carbone. Gérer la légumineuse, le cycle de l'azote. En circuit court, on verra. C'est tous les peuples du monde qui ont intérêt à ça. Et je peux vous assurer, je travaille au Brésil en ce moment, qu'au Brésil, quand je dis l'Europe devrait mettre des droits de douane à l'importation de soja pour que nos févroles, nos pois fourragers, soient correctement rémunérés, sans être, parce qu'on peut difficilement être compétitif avec du soja, une grande exploitation là-bas, c'est 40 000 hectares. Le matériel est amorti, donc il ne faut pas se leurrer. Mais pourquoi on ne mettrait pas des droits de douane ou alors on va taxer les engrais de synthèse, et puis avec ce taxe carbone, bien sûr, mais on taxe les engrais de synthèse, et aussitôt après, on rémunère l'agriculteur qui va mettre des légumineuses. L'agriculteur découvrirait que, l'agriculture, la fertilisation chimique coûte cher, et la fertilisation biologique est rentable. Je veux dire, les paysans, je ne parle pas de paysans assistés qui ont besoin d'aide conditionnée, c'est pas de ça dont je parle. C'est pas l'écologie punitive, non, c'est des gens, droit dans leur botte, décident que ça c'est trop coûteux, ça c'est rentable, je choisis, et c'est conforme à l'intérêt général. Ben, pourquoi pas? Ouais. Moi, je vais proposer ça au prochain budget. Enfin voilà, mais je suis scientifique, commence à se déplacer sur la politique, c'est pas très bien. Je commence à donner déjà mes opinions. Mais oui, retrouver notre souveraineté protéinique, je pense que c'est de première urgence dans un pays comme la France et l'Europe des 27. Et puis ça ne fait pas de tort aux Brésiliens, parce que les Brésiliens me disent qu'ils ne sont vraiment pas fiers de produire du soja pour nos cochons, nos volailles, nos ruminants, peuvent préférer nourrir des Brésiliens. Les Brésiliens qui désherbaient, qui ont été remplacés par le désherbant, aujourd'hui sont dans des bidonvilles et ne peuvent même pas acheter un soja brésilien qui nourrit nos cochons. Le cochon est plus riche que les pauvres Brésiliens. Enfin, pareil, il ne faut pas parler comme ça. Il faut dire que nos usines d'aliments de bétail sont plus solvables que les Brésiliens au chômage. Ça, c'est la même chose. C'est la solidarité qui fait en sorte que tous les peuples puissent valoriser au mieux et intensifier l'usage de ce qui est gratuit, renouvelable, pléthorique, et ce genre de choses. Alors après, c'est plus compliqué, on a besoin d'éléments minéraux. Et là, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, par rapport à ce qu'on a coutume d'apprendre, la finitude, les limites planétaires. Jusqu'à présent, dans l'agriculture, quand je vous parlais de l'énergie et des protéines, c'était infini pléthorique. Donc on pouvait en faire un usage intensif et gratuit. Enfin, ce qui est difficile d'accès, c'est le sol.
on vient installer des jeunes agriculteurs aux abords des villes aujourd'hui, le prix du foncier est très élevé. Mais l'énergie solaire qui tombe sur ce sol est gratuite, faisons l'usage le plus intensif de ces terrains acquis pour l'agriculture. Alors pour les éléments minéraux, c'est un peu différent. Parce que plus on en prend dans le sol pour en manger, plus il faut envisager d'en remettre. Et alors pour le calcaire, les falaises calcaires, je dirais, il y en a en pagaille. Le potassium, je n'entends pas beaucoup parler. Le calcium, potassium. Phosphate, potasse. Bon, les mines, les potasses de glace sont fermées quand même, donc c'est difficile, il faut faire attention. Mais il n'y a pas de crainte, c'est encore pour des siècles. Mais par contre, le phosphore, là très clairement, on nous annonce que le coût d'exploration et d'exploitation de nouvelles mines de phosphore va devenir hyper coûteux. C'est-à-dire que quand un peu les mines, en France, c'est les mines du Maroc, hein, et quand elles vont être épuisées, donc 3-4 décennies, ben là, on va être en difficulté. Et déjà, les agriculteurs, il y en a sûrement parmi vous dans la salle, savent que les engrais phosphatés, le coût s'accroît bien plus vite que l'inflation. Le coût des engrais azotés, on a vu, c'est en fonction de l'énergie, est-ce qu'il y a une guerre en Ukraine, est-ce que l'OPEP privilégie, c'est très fluctuant, et ça monte quand même plus vite que l'inflation, globalement. Il faut être honnête, des engrais azotés, les engrais phosphatés, là, il nous faut trouver assez vite. Est-ce qu'on pourrait trouver du phosphore ailleurs que dans les mines de phosphate? La réponse est quand même oui. Est-ce qu'on pourrait en trouver beaucoup? La réponse est quand même oui. Mais à faible dose et dans la roche. Dans le granit, le grès, le schiste, le basalte, il y a les éléments minéraux. Et du coup, il faut aller les chercher. Et on va les chercher grâce aux arbres, avec des racines profondes. Ils vont aller au contact de la roche mère. Et grâce aux racines, avec la sève, ça va remonter, ça va aller dans les feuilles, et la feuille morte va tomber à terre, ça va fertiliser la couche arable, superficielle, en éléments minéraux venus de la profondeur du sol. Oui, on va remettre des arbres. Oui, on va réengager nos écosystèmes. Oui, on va remettre des pommiers dans la prairie. Oui, l'arbre peut jouer un rôle contre le ruissellement. L'arbre peut jouer un rôle de brisant. L'arbre peut aussi jouer un rôle fertilisant, avec une difficulté, la gestion de l'eau. Est-ce que l'air va être plutôt est-ouest, est-ce que nord-sud, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on cherche. Mais oui, il peut y avoir une concurrence pour la lumière. Ça va être savant, l'agriculture moderne de demain. Elle va être moderne, mais artisanale, ça j'en conviens. Mais oui. Et alors en plus, il y a maintenant les fameux champignons mycorhiziens. Vous savez, vous connaissez la truffe, tout le monde connaissait en France, on est des gourmets. Et c'est vrai que j'aurais quand même pu dire l'alimentation saine et gustative. On digère mieux pour avoir bien mangé quand même quand ça a été bon. Après, je sais pas comment vous êtes. Je partage complètement ce point de vue. Et bien, les champignons mycorhiziens s'incrustent dans la racine de l'arbre, développent leur pareil, ils se nourrissent des glucides. Donc, tout le travail qu'ils vont faire est d'origine solaire, parce qu'il y a de l'énergie. Donc, ils se nourrissent des glucides photosynthétisés par la plante. Avec cette énergie, ils développent un mycélium, vous savez, ce noisy, ces filaments extrêmement fins, qui vont aller chercher les éléments minéraux quand la roche mère est altérée, et même des éléments minéraux qui étaient autrefois dans la roche, qui sont dans le sol, mais coincés dans les argiles. C'est-à-dire que quand se sont constitués, quand s'est constitué, enfin, se sont constitués les sols, les éléments minéraux qui ont servi au sol, certains ont été coincés dans les argiles, et les plantes avec les racines les plus filamenteuses ne parviennent pas à les extraire. Eh bien, les champignons mycorhiziens, eux, arrivent à extraire les éléments minéraux coincés dans les sites internes de l'argile et refilent ça à la plante quand il y a retiré l'énergie, nouvelle symbiose. Eh bien oui, la réponse, j'ai le plaisir de vous le dire, nourrir correctement et durablement l'humanité tout entière. Ah oui, alors, si vous voulez sauver les champignons mycorhiziens, il faut éviter de mettre des fongicides. C'est-à-dire, vous avez compris que guérir une plante avec des fongicides, si ça tombe à terre et que les champignons utiles là meurent, vous perdez en fertilité. Donc oui, l'agriculture moderne de demain va être effectivement sans les produits nocifs dont on parlait, fongicides, insecticides, y compris pour notre santé humaine. Donc c'est ce qu'on appelle l'agriculture biologique, très clair. Alors, l'agriculture de conservation, j'ai dit plutôt le grand bien, l'agriculture biologique, dont j'ai dit le plus grand bien, relève très largement de l'agroécologie, mais effectivement, en agriculture biologique, quand vous voulez supprimer ce qu'on appelle les mauvaises herbes, les herbes concurrentes, les herbes adventices, le labour, c'était quand même une façon de mettre ces herbes à l'ombre en retournant le sol. Et les gens qui sont en agriculture de conservation, qui s'interdisent de faire le labour, les emploient à désherbement. Et je peux vous assurer, je connais, ils sont très peu nombreux, d'un nombre croissant, et on va devoir y être obligé, donc allons regarder comment ils procèdent, des gens qui pratiquent une agriculture de conservation et bio. Alors là, je ne vous raconte pas, je vous raconte si quand même. C'est des rotations longues, alors je sais qu'il y a ici des gens
qui sont promoteurs de rotation très longue. Moi, tous ceux que je connais qui pratiquent arrivent à concilier les deux. C'est une rotation longue de 9 ans. Alors évidemment, il y a tubercules, céréales, prairies temporaires, donc ça veut dire qu'il y a l'élevage pas trop loin. La luzerne, le trèfle, le sainfoin, une prairie de 2-3 ans. L'herbe adventice, c'est ce qu'on appelle la mauvaise herbe. Si elle pousse, d'abord elle va être étouffée par la luzerne, et puis même si elle pousse, comme elle est fauchée avant d'arriver, de fleurir et d'arriver à maturation, on peut espérer après refaire un semis sans labour après ça. Et puis ensuite, quasiment tous les cas que je connais, culture du chanvre. Quand je dis aux jeunes, on parle de chanvre récréatif. Je parle du chanvre, l'isolation thermique des bâtiments, là, on est vraiment dans la transition écologique. Les briques, le chanvre et le chaud. On n'est pas obligé d'avoir des grandes usines. C'est dans toutes les régions françaises qu'on peut cultiver du chanvre. Alors là, l'avantage du chanvre, c'est que l'herbe adventice, qu'on appelle mauvaise herbe, pousse, et le chanvre pousse tellement vite par-dessus, il fait un tel ombrage, que la plante ne fleurit pas. Et même les plantes à rhizomes, c'est-à-dire qui ne se reproduisent pas par graines, parviennent, dans ce type de rotation, à ne pas proliférer. L'agriculture moderne de demain, qui va relever d'une agroécologie scientifique, sans ces produits pesticides en question, effectivement, elle lui fait l'usage intensif de ce qui ne coûte rien, et pourtant, ça fait des produits souvent très coûteux. Pourquoi? Parce que c'est exigeant de travail. Une rotation longue. Parfois, c'est aussi une diversité d'équipements, une diversité de culture, il faut être honnête. Quand je dis qu'il faudrait mettre du chanvre dans la rotation, je dis oui, monsieur Julien, on n'a pas d'arracheuse du lin. On ne récolte pas le chanvre ou le lin avec une moissonneuse-batteuse. Mais donc il y a quand même une diversité d'équipements. Mais c'est une agriculture très exigeante en travail, très intensive en emploi, ce qui est loin des triviaux. Même chez nous, avec 7-8% de chômage, au Brésil, évidemment, où le chômage est bien plus important. Alors là, c'est de toute urgence ce qu'il faut faire pour avoir une forme d'agriculture qui garantirait celle des gens dans l'agriculture et pratiquer ce type d'agriculture-là. Une agriculture intensive en emploi, c'est loin des triviaux. Par contre, puisque c'est des gens qui travaillent, il va falloir rémunérer le travail. Voilà, je ne voudrais pas être trop long, je pense que ça ouvre un débat, mais oui, l'agriculture moderne de demain ne sera pas industrielle, elle sera artisanale, soignée, bichonnée, exigeante en travail, intensive en emploi. C'est un changement considérable de politique, me semble-t-il. En tout cas, techniquement parlant, je peux vous le dire, vous avez toutes les raisons d'être optimiste. Oui, avec l'agroécologie, on peut nourrir correctement et durablement l'humanité sans faire dans les pays du Sud et dans les pays du Nord comme le nôtre. Pas de problème. Merci pour votre attention. Nous avons le plaisir d'avoir parmi nous Valérie Lagoutte, maire de Nemours, présidente de la communauté du pays de Nemours, mais aussi vice-présidente du Conseil régional Île-de-France en charge de l'alimentation et de l'agriculture. Je vous propose, Valérie, de poser la première question. Mais vous pouvez la préparer. Et donc, je passe le micro. Alors, merci beaucoup pour cette intéressante présentation, mais qui ouvre beaucoup de questions. Et moi, j'ai déjà 2 questions. Alors, une question un peu polémique. Moi, j'ai travaillé dans un laboratoire pharmaceutique chez Bayer, au moment où ils ont racheté Monsanto. Et on nous disait, non, chez Bayer, tout est merveilleux, on a l'objectif de nourrir la planète, on va être 7 milliards, 8 milliards, 9 milliards, et même dans le hall d'accueil de Bayer, il y avait un compteur d'humanité. On voyait tous les jours défiler le compteur avec de plus en plus de gens qui naissaient. Donc ça nous mettait la pression tous les matins quand on arrivait au travail. Ma question, parce que du coup, j'ai eu la tête farcie de ce que Bayer m'a raconté, notamment, il y a bien sûr le glyphosate pour lequel on a les débats en ce moment, mais il n'y a pas que ça chez Bayer et Monsanto. Il y a aussi toutes ces enrobages, ces graines enrobées qui permettent de faire des plantes plus résistantes, parce que vous avez beaucoup parlé de la France, de l'Europe, mais qu'en est-il des pays ultra-arides, où rien ne pousse, où les gens sont confrontés à une sécheresse qui est redoutable? Et apparemment, et ça c'est peut-être vous qui allez nous répondre, est-ce que ces grands industriels de l'alimentation répondent à la question de comment on fait pour développer des plantes qui résistent à cette sécheresse?
Alors, juste pour revenir sur Bayer et Monsanto, donc vous savez que Monsanto avait perdu son procès, c'était pas le glyphosate, hein, c'était un autre produit. Et quand vous parlez d'enrobage de semences, effectivement aujourd'hui il y a un très réel problème. On parle beaucoup des néonicotinoïdes, vous savez, donc on essaie, par exemple, quand vous enrobez les semences d'une betterave, vous espérez ne pas avoir de jaunisse à la betterave. Sauf que cet enrobage de semences, c'est souvent des insecticides à titre préventif, c'est-à-dire que ça a les mêmes défauts que les antibiotiques à titre préventif. Et d'ailleurs, si parfois on développe des antibiorésistances, c'est que nos viandes sont shootées aux antibiotiques, nos aliments ont été shootés aux antibiotiques. Donc il faut éviter tout emploi de produits en site. Moi, j'ai mon père, hein, il m'est arrivé d'employer des antibiotiques, hein, mais pour me guérir. Mais pareil pour les produits d'enrobage des semences, la jaunisse de betterave a une chance d'apparaître sur une année sur 15. Mais c'est gravissime. Donc, et ça déboussole les abeilles. Vous êtes au courant. Alors évidemment, on dit la betterave à sucre, non, parce que la betterave à sucre fleurit en deuxième année, on va les récolter à la fin de la première année. Donc elle ne fleurit pas. Sauf que cet enrobage des semences, ça diffuse sur d'autres plantes adventices qui, là, sont butinées par les butineuses, et du coup, ça fait des gros dégâts. Alors, dans les pays du Sud, pour avoir. Parce que vous savez que quand j'étais étudiant de René Dumont, le René Dumont que je connaissais était tiers-mondiste. Et je l'ai vu d'ailleurs passer très productiviste, parce qu'à l'époque, la croissance démographique était exponentielle, on ne voyait pas encore cette transition après. Et du coup, il était productiviste, et je l'ai vu effectivement, au fur et à mesure de mes études, devenir écologiste, lanceur d'alerte. C'est lui que vous trouvez le bonnet rouge, le petit verre d'eau, en disant, vous savez, on va en manquer, et elle va peut-être polluer. Là, on est obligé de reconnaître qu'il avait raison 50 ans avant de nous prévenir contre tout ça. Alors effectivement, dans les pays du Sud, est-ce qu'on pourrait produire plus et au moindre coût? Dans un immense cas, un grand nombre, très très grand nombre de cas, la réponse est oui. Alors après, ça va dépendre des pays. Quand c'est équatorial, où il y a une saison des pluies qui est presque 365 jours sur 365, l'agroforesterie, quand je montre des photos, c'est remarquable. Vous avez la barbare, vous avez le cocotier, vous avez le bananier, vous avez les arbres fruitiers, vous avez le ginseng, le gingembre en dessous, mais il n'y a pas un seul rayon de soleil qui tombe à terre, ça photosynthétise 365 jours sur 365, et avec les arbres, on va chercher les environs, c'est vraiment mon cours d'écologie. Alors maintenant, dans des régions semi-arides, puisque vous parlez de la sécheresse, vous êtes au Mali, au Niger, au Sénégal et autres. Alors là, la pluie, c'est 4-5 mois par an, et après c'est sec, et y compris les vents, c'est l'harmattan. Alors quand je montre des photos, éventuellement je céderai le diaporama, et vous pourrez les voir, mais si ça vous intéresse, Fédéria albida, ou Acacia albida, autrefois, c'est un arbre qui se grand mérite d'avoir des racines profondes et de rejoindre le nappe phréatique. Parce que même dans ces régions semi-arides, s'ils sont des lacs de pluie, là, mais très forte transpiration, et sur des sols sableux, on est quand même au confin du Sahara, eh ben, l'eau, elle n'est pas très importante, mais tout de suite le sol percole, et donc ça recharge la nappe phréatique. Ben, ces arbres avec leurs racines profondes ont accès à la nappe phréatique, développent leurs feuilles en saison sèche, donc photosynthèse et fixation de carbone. Cet arbre est une légumineuse, donc il intercepte l'azote de l'air grâce aux micro-organismes, et avec les racines profondes, on va aller chercher des minéraux. Enfin, vraiment, cet arbre, il fait exactement le cours d'agroécologie. Exactement. Et du coup, la feuille morte tombe en début de saison de pluie, donc pas trop d'ombrage au mil, au sorgho, au niébé. Le niébé, c'est la légumineuse locale alimentaire là-bas. Et du coup, bon dosage carbone-azote, ça vous fabrique de l'humus, et l'humus, ça va retenir l'eau dans un climat semi-aride. Je peux vous assurer que même dans les régions où il y a eu les guerres civiles entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades, il y a des solutions, c'est peut être aussi fourrageux pour les éleveurs nomades. Donc juste pour vous dire que même dans des conditions comme celle-là, oui, il y a moyen de produire plus. Beaucoup de ces pays n'ont pas utilisé les pesticides, n'ont pas utilisé les engrais, parce que certains le digèrent, n'ont pas d'accès à la mer, hein, tout devient hyper coûteux. Je vous assurer que dans ces pays, parce que nous, le passage à l'agriculture biologique, ça ne pas baisse de rendement. Mais il faut récupérer un écosystème qui a été trop fragilisé. Et là, ça met du temps pour reconstituer l'humus, pour ressusciter les abeilles, pour ressusciter les coccinelles qui vont s'attaquer aux limaces, pour ressusciter les mésanges bleus qui vont s'attaquer aux papillons de nuit. Donc, c'est, parce que je n'ai pas encore tout raconté, mais les arbres et tout, c'est aussi des insectes auxiliaires, des prédateurs, des ravageurs. Et bien là-bas, on peut très vite accroître le rendement. Mais par contre, si éventuellement vous faire du fumier, c'est-à-dire aller chercher des bouses dans le parc des animaux des éleveurs, près des campements d'éleveurs, il faut que les gens aient accès à la charrette,
et si vous voulez qu'ils aient accès à la charrette, il faut qu'ils puissent épargner, et si vous voulez qu'ils épargnent, il ne faut pas qu'on leur exporte nos blés à tout prix. Il faut qu'ils aient le droit de produire le mille, le sango par eux-mêmes, retrouver eux aussi leur souveraineté. Que tous les peuples puissent retrouver leur souveraineté alimentaire et faire chez eux l'usage en question. Mais dans un grand nombre. Alors après, on pourrait parler évidemment de l'Égypte et de l'Algérie, où on exportait nos céréales. Et sachez qu'en Algérie, vous avez encore 30 à 40% des terres céréalières qui sont jachères une année sur deux. Vous pourriez cultiver ça. C'est des rayons de soleil qui ne servent à rien en pleine saison des pluies. Pourquoi? C'est parce que c'est comme la période entre la date de semis enfin, la première pluie et la date de semis est très courte. Faire le travail du sol pendant 15 jours et amortir le matériel, ce ne serait pas rentable. Donc on prépare le sol 6 mois par an pendant la saison des pluies pour l'année d'après. On en est encore assez à l'agriculture de chair. Puis même l'Égypte, qui est très déficitaire ici en céréales, alors l'Algérie continue d'importer des céréales, c'est ça. L'Égypte aussi. Et n'oubliez pas que ces pays, l'Égypte, produit aussi du coton. On peut choisir aussi entre des cultures de rente à l'export et des cultures alimentaires. Alors dans beaucoup de régions, on peut quand même là-bas produire plus et sans les coûts de ce que nous on détruit. Et y compris assez vite, parce qu'ils n'ont pas trop détruit leur écosystème, sauf quand les grandes bananeraies, sauf quand les plantations de béa, alors là, excusez-moi, je suis trop en réponse, mais merci pour la question. Merci. Autre question? J'ai tendance à prêcher la question que la refaire. Bonsoir et merci pour votre intervention. Vous nous avez parlé de l'agriculture de conservation. Pour les agriculteurs justement qui pratiquent l'agriculture de conservation, ils utilisent pour certains le glyphosate. Comment les convaincre justement de sortir, de faire sans glyphosate? Et pareil, vous avez expliqué aussi qu'il va falloir peut-être justement pour ces pratiques agricoles plus de main-d'œuvre. Là, on sait qu'il y a une pénurie justement au niveau du secteur, donc comment redynamiser le secteur agricole justement par rapport à si on veut justement faire ces pratiques agricoles justement avec beaucoup plus de main-d'œuvre. Oui, alors pour ce qui est du glyphosate, effectivement, il y a un réseau base qui réunit les gens qui pratiquent l'agriculture de conservation. Et au sein de ce réseau, vous en avez quelques-uns, pas très nombreux, j'en conviens, mais qui pratiquent l'agriculture de conservation et bio. Et moi, je pense que le seul plaidoyer scientifique que je fais, à savoir que la culture du champ, etc., ne suffit pas. Il faut aller voir. Et je pense que la vulgarisation des techniques modernes dont je parle et artisanales, c'est de paysan à paysan, d'agriculteur à agriculteur. Oui, il y a des gens aujourd'hui qui parlent à concilier les deux. C'est en nombre croissant, mais encore très minoritaire. Et effectivement, parfois, ça nécessite, notamment si on veut faire du champ, il y a urgence à mettre du champ dans toute nos rotations. Il y a urgence pour l'isolation thermique des bâtiments. On peut utiliser la fibre, on peut utiliser la graine, enfin, c'est vraiment un matériel urgent dans la transition écologique. Et du coup, allons-y, il faut du matériel un peu supplémentaire, j'en conviens. Et ce sera de paysan à paysan. Parce qu'après, c'est selon les lieux, en fonction du climat et tout, tous les principes que je vous donnais sont un peu des principes généraux, la photosynthèse, la fixation biologique de l'azote. Mais après, quelle est la meilleure des légumineuses, quelle est la meilleure façon de mettre des champignons, d'avoir les champignons mycorhiziens pour aller chercher l'eau qui se retrouve coincée dans les argiles, ça sera de paysan en paysan. Alors maintenant, le travail, oui, c'est une question hautement politique. Donc, dans mes propos, vous séparez bien quand est-ce que c'est le scientifique qui parlait et quand est-ce que je vais vous donner mon opinion politique. Et moi, je mets un peu majuscule la politique, c'est pas la politique en ligne. Mais je pense qu'il nous faut rémunérer le travail pour les services environnementaux. J'en conviens qu'un produit labellisé bio, une certification par une tierce partie, par bien des aspects, le consommateur voit une certaine garantie, il est prêt à payer plus cher le produit en question et de payer donc le surtravail qu'exige cette forme d'agriculture. Et vous voyez bien l'écueil, c'est que seuls les bourgeois bohèmes, cité par le Juillet, seuls les bourgeois bohèmes vont manger bio, et les perturbateurs endocriniens et les antibiorésistants, ce serait pour les couches modestes. Ça m'insuffit pas. Donc il est impératif que les agriculteurs puissent être rémunérés pour leurs services environnementaux. Et j'insiste, ce n'est pas des aides, les agriculteurs ne sont pas des mendiants, c'est des gens qui méritent d'être correctement rémunérés quand ils rendent un service d'intérêt général. Et je trouve normal que le contribuable contribue, je veux dire, alors c'est la puissance publique, ça peut être des collectivités territoriales,
je crois qu'il y a des exemples, y compris dans la région ici, hein. Ça peut être évidemment la nation, ça peut être la politique agricole commune, ça peut être tout ça, mais à partir de maintenant, il serait bien celle-là, plutôt que de subventionner en proportion des surfaces, vous savez que sur les 9 milliards d'euros d'aide de la politique agricole commune, il y en a 7 milliards qui sont distribués, on dit c'est des aides compensatoires à la baisse des revenus depuis le jour où les gens ont été à s'aligner sur les prix internationaux, sauf que c'est très inégalement redistribué en proportion des surfaces. Et ça, on ne pourrait pas le faire d'une année à l'autre, mais il est clair, il faut que dans un espace assez court, ces 9 milliards, enfin ces 7 milliards en tout cas, redeviennent, voilà, il y a des techniques ici, et s'il vous plaît, par la voie contractuelle, les exploitants droit dans leur vote, on négocie avec eux. Cette technique-là qui permettrait de séquestrer du carbone dans les sols, qui va retenir l'eau, etc. Dites-moi combien ça vous coûte, à quel prix, et je vous paie. Le remède des légumineuses, alors on peut financer ça éventuellement par une taxe sur les engrais azotés de synthèse, on peut aussi avec les aides de la PAC. On les réoriente, vous nous remettez des légumineuses, vous évitez les émissions de protoxyde d'azote, vous évitez l'importation de gaz naturel, vous évitez des consommations d'énergie fossile, et puis, écoutez, dites-moi à quel prix, et je vous paye. Vous mettez des infrastructures écologiques, là, ça héberge les maisons bleues, ça héberge les chauves-souris, ça s'attaque aux de nuit, on aura des pommes sans carbo-4 et sans pesticides, dites-moi à quel prix, et je vous paye. Et voilà les droits des paysans. Ça devient horrible aujourd'hui, la situation agricole pour un grand nombre de paysans, parce qu'on dit, ah, vous êtes aidés, on vous met des éco-conditionnalités, pas toujours adaptées au lieu, alors que là, contractuellement, il faut en faire des régions, d'où le rôle des collectivités territoriales, même si c'est des subventions de la PAC, mais le contrat va être négocié à une échelle locale où on respecte l'agro-écosystème, le terroir, le pays dans le sens pays de l'An, pays de Caux, pays du Nord, voilà. Et je pense que oui, il nous faut absolument faire ça. Vous avez des expériences, hein, donc je crois qu'il y a des élus ici qui pourraient en parler, mais notamment depuis le nord de Lyon, le Pays d'Hôte, jusqu'au Havre, Agri Paris-Seine, cette association de collectivités territoriales. Vous avez le Pays d'Hôte, vous avez Paris, vous avez le Grand Paris, vous avez Haute-Paris, vous avez la Seine-Saint-Denis, vous avez une métropole de Rouen, vous avez les communautés de communes du Havre, tous ensemble, essayent de négocier avec les agriculteurs. Voilà, on veut une alimentation bio, c'est pas HVE, c'est bio. Ok, ça vous coûte, on va vous l'acheter à un prix rémunérateur, et comme ça on assure à nos gamins qu'ils ne seront pas perturbateurs endocriniens, et qu'ils n'auront pas d'antibiotiques dans la viande. Donc ça, c'est la préoccupation de la cantine. Et en même temps, on assure à ces agriculteurs qui, s'ils basculent bio, ils sont assurés d'avoir une part de leur production qui sera vendue à un prix rémunérateur. Droit dans vos bottes. Et bien, je veux dire, la transition agroécologique, elle irait bien plus rapidement. Si. Je profite juste aussi rapidement d'avoir le micro pour vous parler aussi des shifters sur 77. Donc, je ne sais pas, peut-être certains, j'ai aperçu certaines têtes qui font partie des shifters. Donc, c'est en fait une association de bénévoles en soutien en fait, au Shift Project. Donc, c'est crédité par Jean-Marc Jancovici. Donc, le but, il milite pour une décarbonation de l'économie française. Donc, si vous êtes intéressé, tapez sur internet Shifter Sud 77, on se réunit une fois par mois à Fontainebleau. On remercie aussi la mairie de Fontainebleau qui, justement, met à disposition les locaux une fois par mois, justement, pour animer des cafés climat. Voilà, c'est le samedi entre 10h et midi. Donc, voilà, si vous êtes intéressé, j'en profite. Shifter Sud 77, vous trouverez les informations sur internet. Je vous recommande, levez-vous pour qu'on vous reconnaisse, on viendra vous voir à la sortie. Je vous recommande les shifters, il arrive de les voir de temps en temps, ils travaillent avec la ville de Fontainebleau, je sais, et par conséquent, ce sont nos jeunes de demain qui évangélisent correctement. Question suivante. Gérard Thierry, le plus grand exploitant agricole du Sud-Sénégal. Je voudrais rectifier, j'habite une ferme familiale. Donc c'est tout, pas grand. Voilà. Et simplement sur l'azote, les recommandations sont de 0 azote. Et donc ceux qui sont céréaliers en bio, ils sont obligés de mettre 0 d'azote. Oui, donc quoi? La petite tigelle qui démarre
elle a oublié de commencer à verdir ses feuilles, tandis que et je profite de votre intervention pour dire qu'il doit y avoir des subventions assez peu si tout d'un coup les bio officiels qui sont mal rémunérés par l'Europe bénéficiaient du droit de mettre, mettons, 20% de ce qui est autorisé pour tout le monde, hein, et je serais ravi qu'ils se remettent à verdir un petit peu, hein, parce que les blés qui démarrent mal, ils ne fabriquent, au lieu de fabriquer 2,5 d'épis par le talage, eh bien, ils mettent que 2 épis de plus par mètre carré. Non, la semence, c'est 250 grammes par mètre carré. Et avec le talage, ça fait 400 dépits qu'on rêve. Et donc, au moment de la montaison, c'est pareil, il a besoin d'un petit coup d'azote. Hein, et moi, je rêve que d'ici 3 ou 4 ans, l'Europe comprenne que les bio ont des droits à une subvention pour mettre un quart. Je suis trop triste de voir les céréales bio palottes. Et en plus, le blé n'est pas panifiable parce qu'il manque d'azote du moulin. Merci Gérard pour ta question. Oui, donc il est clair qu'on peut parler surtout de fertilisation azotée au tout début du cycle, enfin au début du cycle, au printemps, au démarrage après. Oui, non, mais il est important en bio, effectivement, qu'il y ait des légumineuses en rotation, et ça va être ça quand même qui va dépendre de la rotation. Mais vous avez raison, le passage à l'agriculture biologique, c'est des rendements salariés, va se traduire par une baisse de rendement. On est bien d'accord. Je veux dire, c'est pas un problème. Donc, on va viser moins de rendement et plus de valeur ajoutée. Il faut être très clair. Alors, l'autre avantage de l'agriculture biologique diversifiée, ou sur des rotations longues, c'est qu'elle est plus résiliente face à des accidents climatiques. Il faut être très clair. Mais oui, l'azote, ça va être les légumineuses qui vont apporter ça. Et nous sommes en manque de légumineuses en France, y compris pour avoir des céréales. J'en conviens, dans la Normandie, des blés de force riches en protéines, ça va être très difficile. Voilà. Mais donc, à partir d'ici, et plus à l'est, ça reste difficile. Et oui, l'azote, ce sera les légumineuses. Je veux dire, il faut être clair. Et ce n'est pas le produit brut qu'on cherche, c'est la valeur ajoutée. Alors, il va y avoir un commentaire C'est Éric Gobard, l'un des exploitants agricoles de la Seine-et-Marne. Oui. Non. Éric Gobard, je suis agriculteur bio depuis 18 ans dans la région de Coulommiers. Et alors, au niveau du cahier des charges au bio, on ne veut surtout pas avoir une dérogation pour mettre 20% d'engrais minéraux. Aujourd'hui, il y a une suspicion sur tous les certificats. Et au contraire, on demande plus de contrôle et surtout aucune dérogation sur les produits de synthèse. On préfère perdre 5-6 quintaux de blé que d'avoir un semblant de blé. Et aujourd'hui, au niveau européen, on exige encore plus de contrôle. Et même aujourd'hui, vous avez une application autour de Fontainebleau, dans toute la France, où vous pouvez voir tous les champs, toutes les parcelles qui sont gérées en bio depuis un an. C'est-à-dire, nous, au contraire, on veut de la transparence totale. Et par exemple, vous pouvez voir autour de Coulommiers, qu'est-ce qui est de Coulommiers, de Fontainebleau, ce qui est bio ou pas. Vous, monsieur Dufémy, je vous connais bien, je vous suis. Vous, on va dire qu'il faut présenter un monde idéal. Par contre, justement, le problème, c'est cette rémunération des services environnementaux. Moi, aujourd'hui, je préside un syndicat d'agriculteurs bio. On représente 26%. On représentait 26% des surfaces bio en Île-de-France. Il y a eu une énorme déconversion. On a perdu 22% des agriculteurs, des superficies. Aujourd'hui, on assiste à une énorme déconversion. Pas énorme, on a perdu 17%. On devra reprendre encore 17% parce que le marché est en adéquation. On va dire le blé bio, Matine Seine-et-Marne, valait 450 il y a 2 ans.
L'année dernière, il valait 210. Le cours du porc bio a divisé de 70%. Vous avez 80% des accords bio, des porcs bio qui ont arrêté. Je vous imagine, vous allez rigoler, par contre, depuis 3 semaines, on est en pénurie de marché de porc bio. Donc vous avez toujours, je vous parle aujourd'hui, le thème de la soirée, c'est la transition. On a toujours un problème d'adéquation. Nous, paysans, on vit sur notre tracteur avec la météo, on vit avec la campagne, et il y a toujours un décalage. Et aujourd'hui, on regrette que les marchés nous maltraitent. On n'a pas encore insulté la grande distribution, mais j'espère que vous allez le faire. J'aimerais bien que Madame Lacôte qui parle sur la plateforme qui a été créée en Seine-et-Marne. C'est tout simplement extraordinaire. Nous, paysans, on reste persuadés, le monde idéal que vous décrivez repassera par un écosystème local. Nous, aujourd'hui, la plateforme de Provins, je vous laisserai la présenter, on voit, nous par exemple, ça nous permet de remettre plus de lentilles dans nos rotations. On a une garantie, là, on a répondu à un appel d'offres, là pour 3 ans. Et on va dire que c'est vraiment une lueur d'espoir de voir un écosystème qui repart. Et aujourd'hui, je pense que l'avenir de l'agriculture repartira sur ce type d'initiative, mais vraiment à l'échelle locale. D'ailleurs, le bio fonctionne un peu moins bien, alors que le local explose. Alors que vous, consommateurs, vous préférez avoir cette garantie, aller aider les paysans, vos voisins. Et je pense que l'avenir, votre monde, repartira sur des initiatives publiques ultra locales. Moi, je ne crois plus trop, on va dire, à ces grosses politiques formatrices de l'Europe. On a essuyé trop de Pour le chanvre, on a créé une usine de chanvre sur mon village, Aulnois. Et aujourd'hui, on n'arrive à trouver aucune subvention européenne pour rémunérer la séquestration du carbone. Or, alors il y a peut-être des représentants de l'anti-chanvre. Ici, nous, avec les 1000 hectares de chanvre, écoutez bien, on fixe plus de carbone que le massif de Fontainebleau. Et ben on touche aucun centime. Aujourd'hui, on est obligé de partir sur une rémunération environnementale à titre privé. C'est-à-dire on va créer comme des crédits carbone qui vont être vendus, mais ça sera à vous et on ne touchera aucune subvention. C'est-à-dire qu'on mettra sur le marché, on va dire, des crédits carbone qui seront séquestrés dans du béton de chanvre. Voilà. Je précise que Eric est aussi le maire de sa commune. Pierre, vous pensiez qu'il y avait des médecins dans la salle, je vous présente un gynécologue. Permettez de vous poser une question hors sujet peut-être. Bon, j'aimerais que vous nous disiez 2 mots, si c'est possible, sur la façon dont vous voyez la fin dans le monde dans les années 50. Les années 50. 2050. 2050. Alors, moi j'ai connu, je vais faire plutôt une marche arrière d'abord. Moi j'ai connu effectivement une époque où il y avait, d'ailleurs, la raison pour laquelle je fais des études d'agronomie, c'est parce qu'à l'époque, comme ça, l'histoire géographique nous enseignait la famine en Inde. Une famine, c'était la famine. Famine, c'est les gens mouraient de faim. Et le professeur de géographie nous avait demandé de rapporter des petites moyens concentrés de blessés. C'était stupide, hein, je veux dire, cette charité, pour alimenter les Indiens. Alors évidemment, les infrastructures portuaires étaient tellement désastreuses que les aides alimentaires ne pouvaient même pas arriver et sauver les gens de la faim. Donc il y a eu quand même d'énormes progrès dans un grand nombre de pays du Sud par accroissement des rendements. Et c'est vrai que d'une certaine façon, l'agriculture un peu industrielle y a aidé. Plutôt les engrais, plutôt que les produits phytosanitaires. C'est plus les engrais qui ont été utilisés que les machines. Parce qu'on continue de repiquer le riz à la main dans les pays du Sud. Alors maintenant, en 2050, je pense que si on pratiquait ce que je parle d'une agriculture qui relève de l'agroécologie, oui, nous pourrions faire 0 faim et 0 malnutrition dans le monde. Je veux dire, très clair. Regardez tous les réseaux qui tombent à terre. Regardez tout l'azote qui n'est pas utilisé. Regardez l'absence de microbes. Et pour la gestion de l'eau, parce que pour la photosynthèse, c'est l'eau, et les champignons mycorhiziens vont aller chercher l'eau ici dans les argiles. Donc, je veux dire, oui, on pourrait mettre fin à la fin de 2050. Et c'est catégorique. Non, catégorique. Regardez la sous-utilisation des ressources naturelles.
naturel renouvelable pléthorique dans les pays du Sud. Et regardez l'ampleur. Là où la transition est plus difficile, c'est là où, notamment dans certaines rivières, on a exagéré effectivement la chimisation, et donc on est obligé, vous savez, moi j'ai beaucoup travaillé dans les pays du Sud, d'ailleurs c'était dans les pays du Sud, hein. J'ai travaillé à l'ESCA, j'ai travaillé au Laos, puis après dans les pays d'Afrique de l'Ouest, dans l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine, quasiment tous les pays. D'ailleurs je retourne au Brésil prochainement, mais faire en sorte que les gens puissent parvenir à produire davantage de calories alimentaires avec le carbone, le gaz carbonique et les protéines avec l'acide de l'air, c'est parfaitement possible. On est à des niveaux de productivité, pas de rendement à l'hectare, dans certains pays qui sont très très faibles. Et on n'est pas obligé d'utiliser des intrants chimiques. Et surtout pas les produits ensuite qui créent des déséquilibres. Alors dans certaines rivières, j'avoue que quand on a mis trop de pesticides, il n'y a plus de poissons, il n'y a plus de canards, il n'y a plus d'escargots, il n'y a plus de sources de protéines. On a accru le rendement du riz et on a tué toutes leurs sources de protéines. Et c'est des canards qui picoraient l'air d'adventice, et c'est des canards qui picoraient l'insecte qui transmettait le virus. Je veux dire, donc il nous faut corriger ça. Oui, il y a des pays où on a trop chimisé, et un peu comme chez nous, le passage à haut niveau se traduit par les rendements. Ça, c'est des endroits plutôt rizicoles. Mais ailleurs, en gros foresterie, et 350 habitants au kilomètre carré dans le Kerala, vous avez l'impression d'être dans une forêt, on voit bien qu'il y a des maisons. Mais tous les arbres sont utiles. Alors évidemment, vous avez du teck, ça c'est pour le bois, vous avez l'arbre rapin, c'est pour la châtaigne, c'est le féculent, vous avez évidemment le bananier, les arbres, mais il n'y a pas un seul sur les 350 habitants au kilomètre carré sur des terres comme ça. J'en conviens de climat humide, en agroforesterie. Mais oui, il ne faut pas. Soyez sans crainte. Techniquement parlant, c'est possible. Par contre, si au Brésil, c'est encore des domaines de 40 000 hectares, ce n'est pas une exploitation familiale, comme l'exploitation du monsieur, c'est une exploitation capitaliste. C'est-à-dire que le propriétaire des terrains ne travaille pas. Il est notaire, enfin il travaille. Il est notaire, il est peut-être professeur de l'université en ligne, mais du coup, même le gérant est un salarié. Donc lui, ce qui est important, c'est le placement de capital argent. Et c'est clair que placer son argent dans l'agriculture, avoir un taux de profit au moins égal à celui de l'immobilier, du commerce, des casinos, c'est une agriculture. Un matériel et j'amortis au plus vite. Donc c'est l'agriculture paysanne qui va. Et du coup, vous êtes au courant, la réforme agraire, la thèse de doctorat, ça commence à dater. Hein. C'était la réforme agraire, on voit les yeux là. Mais quand l'agriculture redevenait familiale, c'est qu'on avait donné la terre aux paysans sur des fermes de taille moyenne, c'est-à-dire que là, les gens ne sont pas trop pauvres, qu'ils puissent quand même investir, et que quand il fait des investissements, sur le revenu de son travail, je veux dire, la production, la valeur ajoutée à l'hectare, ça croît, mais super loin, super loin. Mais ce n'est pas l'implantation de l'agriculture de coton, ce n'est pas l'implantation de canne à sucre qui crée beaucoup de valeur ajoutée à l'hectare. Par contre, le bénéfice, oui, plutôt profit, oui. Et ça, c'est désastreux pour l'écosystème. Et là, par contre, c'est politique. Et donc, moi, je dirais, 2050, tout dépend. Si il y a des réformes agraires, si c'est l'agriculture familiale qui prédomine, on a tout espoir. Sinon, effectivement, on reste dans les mêmes erreurs qu'aujourd'hui. Vous savez, on peut renégocier, là. Nous, négocier avec le Brésil, le droit de mettre des droits de douane à leur soja, les Brésiliens ne sont pas contre. Ils souhaiteraient que leur soja les nourrisse. Et donc, on peut négocier la remise en corps d'accords commerciaux qui font qu'aujourd'hui, c'est le plus compétitif en termes monétaires, mais le lait pas cher coûte très cher, il faut tirer les impôts. Les algues vertes, le pain pas cher coûte très cher pour tirer le trasé du robinet. Mais oui, politiquement parlant, oui, il y a des obstacles. Mais sinon, rassurez-vous, techniquement, je ne suis pas le seul à le dire. Ce n'est pas le discours de Marc Buffet. Hein. Le rapport d'experts qui date il y a 15 ans, alors l'acronyme, attention, c'est IAASTD, qui démontre le petit cours que je vous ai fait, il n'y a aucun scoop dans ce que je vous ai fait dans le petit cours d'écologie, mais IAASTD, c'est un peu comme le GIEC avec son groupe d'experts, sur les mois nombre, ils étaient 125, mais leur conclusion est formelle. Oui, ça peut être 0 fin 2050. Mais, créons des exploitations familiales. Des gens qui travaillent pour leur propre compte, ils sont prêts à travailler plus pour gagner plus, sans qu'on ait besoin de leur dire. Et puis après, ils auront accès à la charrette, ils auront tout ça. Et ils n'arrivent pas à s'équiper, ils sont encore dans l'agriculture manuelle. Comment voulez-vous que cette femme qui rebute le riz à la main puisse nourrir sa famille, vendre son riz, et puis concurrencer par le riz de l'Arkansas? Donc il faut remettre en cause les exploitations. C'est ça la difficulté. Et techniquement parlant, ça se fait parfaitement. C'est oui, je suis trop. Bonjour, je suis Anna, je sais pas. Ah, ici. Oui, il faut mettre juste. Donc,
pas que vous, je suis Anna, je suis première à CPSD. Merci pour votre intervention. J'avais une question. Vous avez dit durant votre intervention que la solidarité française permettrait à tous les peuples de se nourrir, mais sachant que l'export est un moyen fort pour l'économie de certains pays, ça n'accélérerait pas plutôt la protection? Alors, tout dépend effectivement. Tout dépend de quoi on parle en termes d'export et import. Mais je crois qu'effectivement, il est de l'intérêt quasiment de toutes les nations de parvenir à un très haut taux d'autosuffisance pour moins dépendre des importations. Et après, l'exportation, nous, c'est vrai que parfois, par exemple, ne pas ratifier l'accord du Mercosur avec l'Amérique latine, c'est pas pour exporter du blé, c'est pour exporter d'éventuels rafales, d'éventuels tanks, parce qu'on est capable d'exporter aujourd'hui. Et donc, c'est vrai qu'il y a parfois un manque de courage, on va rencontrer ce côté ennemi, moins émettre de protoxyde d'azote, moins dépendre d'importation de gaz naturel russe, mais évidemment, les Brésiliens disent oui, mais c'est le Brésilien, pas le pauvre Brésilien qui mangeait son soja. Et les dirigeants, effectivement, disent on essaie de les convaincre qu'on pourrait leur vendre des rafales. Et donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas le courage de renégocier des accords internationaux. Et là, je pense que l'union des 27 devrait prendre plus de poids, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, c'est plutôt les États-Unis et la Chine qui sont vers un retour vers le protectionnisme, mais le protectionnisme, c'est AOP, appellation d'origine protégée. Je mets un P majuscule, c'est pas péjoratif. Et je peux vous assurer que la solidarité peut aller dans le sens, c'est ça que je disais, c'est pas franchouillard. Et la solidarité, c'est que les producteurs sénégalais puissent produire du mil, du sorgho, en étant correctement rémunérés et pas concurrencés par nos excellentes céréales, à bas prix, très clair, et qu'ils puissent retrouver leur autonomie, des revenus, commencer à épargner, avoir accès à la charrette, transporter du huile, transporter du fumier, et s'aider, ils vont pouvoir progresser, parce que c'est ça aussi qui manque, très clair, ils travaillent la main, ces gens-là, et que nous, les terres libérées en faisant moins de blé, j'en conviens, eh bien, nous retrouvions des protéagineux, des légumineuses, et nous retrouvions dans ce qu'on appelle protéinique. C'est ça, et les Brésiliens, tous les peuples du monde ont intérêt à jouer ça. Et par contre, oui, dans les lobbies, il y a des négociateurs qui, eux, chance, c'est des machines outils, les Allemands sont très soucieux de pouvoir exporter leurs machines outils. Nous, on est moins à l'aise parce que c'est tout de suite des tanks, des rafales, des produits de ce genre, ou alors des produits de luxe, le cognac. C'est vrai que la balance, pour nos exportations, en tout cas, sachez-le, une balance commerciale extérieure en France, c'est d'abord les vins, les fromages et les spiritueux. Et c'était accessoirement les blés, et ça s'effondre. Et avec la compétition avec les blés ukrainiens, c'est clair que ça ne rémunère plus. Aujourd'hui, il faut diminuer le rendement du blé, mais le fertiliser autrement. Non, je pense que ça reste solidaire, mais l'histoire qu'il faut que l'Égypte continue d'exporter du coton et c'est la même chose, c'est un peu plus mal. Retrouver une plus grande autonomie alimentaire, je crois que c'est simple. Excusez-moi. Merci, M. Dufumier. S'il n'y a pas d'autres questions, on est dans la question de temps qui avait été allouée. Je vais poser la dernière partie.